Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, prit part ce samedi à Ouagadougou, Burkina Faso, à l'ouverture du sommet extraordinaire de la CEDEAO, sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Le président Ouattara et ses pairs se sont engagés à travailler de concert pour stopper le terrorisme. La célébration officielle de la Journée mondiale de la protection civile vient d'être célébrée donc à Bengourou. Cette 29e édition de la Journée mondiale de la protection civile a pour thème « Sécurité des enfants, notre responsabilité ». Le second tour des élections de l'UNJCI s'est soldé par la victoire de Jean-Claude Koulibaly. Il est le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le successeur de Traoré Moussa s'engage à rassembler tous les journalistes autour d'une cause commune, celle de l'amélioration de leurs conditions de travail. Le pagne Faso d'Anfani est une fabrication locale au Burkina Faso, fait à base de coton et de fibres naturelles. Ce textile a été adopté par les populations. Nous verrons comment il est aussi porté, aussi bien par les hommes que par les femmes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Faso d'Anfani au Burkina, Manjak au Sénégal, Kamadje, Biassou, Kataya sont quelques noms de pagnes tissés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Chaque pagne, selon son peuple, a une signification, une histoire, et ces pagnes utilisés lors des cérémonies traditionnelles sont portés aujourd'hui avec élégance partout et à toutes les occasions. Ils se retrouvent dans des collections de stylistes renommés tels que l'ivoirienne Olipat. Elle est notre invitée de la page culture de ce samedi. Le pagne tissé dans la mode, quelle retombée pour le secteur? Notre invité nous répondra. Bonsoir, Olipat. Bonsoir, madame. Alors, vous avez arrêté les études pour la mode, qui est votre passion, et vous travaillez le pagne tissé depuis quelques années. Alors, dites-nous, c'est un choix qui vous réussit apparemment? Déjà, j'ai arrêté les études très jeune. Je me suis fait former en 98 parce que j'avais déjà l'amour du métier. Et bien plus tard, la valorisation du pagne tissé est venue il y a 6 ans exactement. Je viens de finir la 6e édition de l'événement qui met en avant le pagne tissé africain. Et cela me réussit. Et cela vous réussit. Justement, exactement. Vous allez nous dire quelles sont les retombées depuis que vous exercez ce métier. Vous avez choisi donc de travailler sur le pagne tissé. Quelles sont les retombées pour la culture, mais également pour vous en tant que créatrice. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Olipat. Vous restez pour le moment avec nous. On va commencer par ces images de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan. Le chef de l'État revient du Burkina Faso, où il a pris part ce samedi au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Voilà, justement, c'est ce samedi que s'est ouvert à Ouagadougou, Burkina Faso, le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre initiée par le G5 Sahel marque un tournant dans la lutte contre ce phénomène. Le président Ouattara et ses pairs se sont engagés à travailler ensemble pour enrayer le phénomène en vue d'une stabilité durable dans la région ouest-africaine. Notez qu'avant Ouagadougou, le chef de l'État était en Arabie Saoudite où il a effectué une visite officielle. Nous partons maintenant pour le royaume du Maroc où l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a convié ses collègues diplomates et des représentants d'institutions à une cérémonie à l'honneur bien sûr de son pays, la Côte d'Ivoire, cérémonie pour marquer le 59e anniversaire de l'indépendance de l'État ivoirien. Konaté Moussa revient du Maroc. Ambassadeur, représentant d'institutions internationales, chef de mission diplomatique, résident au Maroc, réunis pour une cérémonie en l'honneur de la Côte d'Ivoire, le pays qui célèbre cette année le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Tous ont répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. En 59 années d'existence, la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et pays d'hospitalité, a démontré sa capacité à faire face aux nombreux défis contemporains pour se hisser parmi les grandes nations de ce monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien debout et en marche. Notre pays est en chantier. Le président Alassane Ouattara, après avoir créé les conditions en faveur d'une croissance soutenue qui s'est traduite par un taux moyen annuel de 8%, a mis en œuvre de nombreuses réformes multisectorielles afin de consolider cet acquis pour le bien-être de la population ivoirienne. Je ne saurais occulter
l'excellence des relations qui nous lient au Royaume du Maroc. En effet, depuis 1962, année de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, la coopération s'est qualitativement développée pour devenir à ce jour un exemple de coopération sud-sud dynamique, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Cette cérémonie a vu la présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, présent à Rabat, capitale marocaine, pour une visite de travail. Voilà, et cette cérémonie au Maroc se déroule en pleine rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, rentrée qui a débuté lundi dernier, 9 septembre, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Face aux enjeux de l'année scolaire, la direction de l'animation, de la promotion et du suivi du COGES a initié un forum national, une grande rencontre à l'intention des COGES qui avait pour objectif d'outiller ces comités sur les bonnes pratiques en matière de gestion. Godefroy Kambawa. Au centre de l'action éducative et surtout par leur implication à l'amélioration du système éducatif ivoirien, les COGES, les comités de gestion des établissements scolaires, s'accordent qu'il faut en faire encore plus pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. L'école ne peut plus se faire sans la communauté. Que les parents s'impliquent, qu'ils viennent même contrôler ce que nous faisons à l'école. Ça permettrait à tout le monde de s'intéresser à la chose. Et justement, au cours de ce premier forum national, initié par la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES, il s'agit d'outiller les acteurs et gestionnaires de ces COGES pour une meilleure gouvernance. Que les parents d'élèves viennent comprendre le fonctionnement de leur instrument, le COGES, et savoir quelle est leur responsabilité réelle sur les dépenses à faire. Il y a des frais annexes qui apparaissent dans les écoles. Quand on lève des frais, on dit que c'est les COGES. Or, ces frais ne reviennent pas toujours aux COGES. Pour la ministre de l'Éducation nationale, la contribution des COGES exprime la volonté de la communauté éducative d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'école obligatoire et pour une année scolaire sans interruption. La mobilisation effective de tous les acteurs de la société ivoirienne autour de l'éducation permettra à n'en point douter de réussir le pari de la volonté politique exprimée à travers le leadership du gouvernement. Offrir les mêmes chances de succès à tous les enfants de 0 à 16 ans et créer les conditions les plus propices à leur insertion socio-professionnelle. J'engage l'ensemble de mes collaborateurs à insuffler une dynamique nouvelle, en rupture avec les pratiques qui freinent les efforts gouvernementaux ainsi que ceux des partenaires au développement en faveur de l'amélioration et de la performance de notre système éducatif. Ce forum national est le premier du genre initié au profit des COGES. À ce jour, 9 415 bureaux exécutifs COGES sont installés dans les établissements scolaires publics, dont 409 dans le secondaire et 9006 dans le primaire. Et je vous propose de revenir sur la journée mondiale de la protection civile célébrée le 12 septembre dernier à Bangourou. Cette 29e édition de la journée mondiale de la protection civile avait pour thème « Sécurité des enfants, notre responsabilité ». Et cette cérémonie enregistrée, vous allez le voir, la présence du ministre Pascal Abina. Herman Niamien est notre correspondant dans cette région. Célébrer le 1er mars de chaque année au niveau mondial, c'est ce 12 septembre que la Côte d'Ivoire a célébré officiellement la Journée mondiale de la protection civile. Pour cette 29e édition, c'est la commune d'Abengourou qui a abrité les festivités. Cette journée célébrée sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile vise à sensibiliser sur les missions des services de protection civile à travers le monde pour la protection de la vie, la préservation des biens et la sauvegarde de l'environnement. Le thème retenu pour cette célébration, la sécurité des enfants, notre responsabilité. Une interpellation à tous les parents à se préoccuper de l'éducation de leurs enfants. Que les parents prennent conscience de leur rôle dans l'encadrement et l'éducation de nos enfants. Tant il est vrai que les enfants, se laissent aller par effet de groupe, ce qu'on appelle les microbes. Et c'est des enfants qui sont certainement, comme on le dit, en conflit avec la loi.
Mais avec les centres de réinsertion, on les réadapte, on les forme au métier et ils s'insèrent parfaitement dans le tissu social. Au cours de cette cérémonie, 2 exposés ont été animés par la direction de la protection sociale et le centre de secours d'urgence de l'Indénié-Guablin. Celui de la direction de la protection sociale a porté sur la protection des mineurs en Côte d'Ivoire et l'exposé du centre de secours d'urgence a porté sur les consignes à respecter en cas d'un accident grave. Les échanges qui ont suivi ont permis à l'assistance d'être éclairée sur les différents sujets abordés. Et on reste à Bangourou. Le ministre de la Sécurité, de la Protection et civile était en visite. Le général Vagondo a inauguré le centre de secours d'urgence de la région. Et selon le ministre, tous les centres de secours d'urgence du pays seront équipés en matériel adéquat afin de répondre efficacement aux préoccupations des populations. On retrouve notre correspondant, Herman Niamien. C'est cet entrepôt qui abrite désormais le centre de secours d'urgence de la région de l'Indénié-Guablin. Situé à proximité du camp militaire d'Abengourou, ce centre, inauguré ce jour par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, était auparavant logé au sein du siège du conseil régional de l'Indénié-Guablin. D'un effectif de 60 pompiers civils, dont 3 dames et 57 hommes, le centre de secours d'urgence de l'Indénié-Guablin est sous la responsabilité de l'agent servant Gueyoulou Sei Suzanne Eliane. Pour le premier trimestre de l'année 2019, le centre totalise 602 interventions, dont entre autres 12 feux de domicile et 203 accidents de circulation. Après avoir félicité les sapeurs-pompiers pour leur professionnalisme, le ministre Pascal Abina Kwaku a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions au profit de sa région. Abangourou aujourd'hui est l'une des plus belles villes de Côte d'Ivoire. L'autoroute passe là. Pour entrer dans la ville et en sortir, ce n'est pas toutes les villes qui ont ces commodités. Tous nos chefs-lieux de département ont du bitume. Effectuant sa première sortie officielle depuis sa nomination, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a livré sa vision de la protection civile. Ma vision de la protection civile, en arrivant à la tête de ce ministère, c'est de créer un milieu de vie sécuritaire propice au développement économique et social de la société ivoirienne. Pour ce faire, ma mission sera d'intensifier les efforts pour parvenir à une Côte d'Ivoire plus sûre face aux accidents et aux catastrophes. Ce centre de secours d'urgence de l'Indénié-Guablin, d'une superficie de 3,5 hectares, était le local de l'ex-caisse de péréquation. Sa réhabilitation a coûté 189 millions de francs CFA au budget de l'Office national de la protection civile. Il comporte entre autres des bureaux, 2 dortoirs, une salle d'instruction, une salle de loisirs et une salle de sport. Et nous poursuivons notre périple. Dans ce 20h, nous partons pour Yamoussoukro qui viennent d'abriter les journées nationales du secrétariat et de l'artisanat. Notez que le thème de ces journées, assistante de demain, comment renforcer son rôle pour un partenariat productif avec son organisation, c'est le thème abordé par la ministre Raymond Goudou Kofi Kadessogodogo. Elle est la porte d'accès aux patrons. De leur complicité et de leur bonne entente peut ressortir l'essor de l'entreprise. La secrétaire ou l'assistante de direction est donc au cœur du dispositif de son organisation. Les Journées nationales métiers 2019 s'achèvent avec les Journées nationales du secrétariat et de l'assistanat, la 5e édition. Un cadre dynamique pour aiguiser les capacités managériales des secrétaires et des assistantes de direction. Assistante de demain, comment renforcer son rôle pour un partenariat productif avec son organisation? C'est le thème de la conférence inaugurale qui a mis au devant de la scène Dr Raymond Goudou Kofi, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Pendant 3 heures de temps, l'essentiel des échanges a laissé entrevoir une lueur d'espoir pour cette corporation. Je ne pense pas qu'on puisse les remplacer et qu'on puisse robotiser leurs services. Par contre, il est important qu'elles continuent d'être formées et qu'elles soient à l'ère du numérique, qu'elles sachent tout, qu'elles connaissent les outils informatiques
et qu'elle soit performante dans l'usage de ces outils informatiques. C'est ça surtout qui est important. Elles le savent. Nos secrétaires et nos assistantes de direction, la formation et la disponibilité pour soutenir le patron sont capitales. Les Journées nationales métiers 2019 qui s'achèvent sont une initiative du groupe Marcel Zadi Kessi MZK en partenariat avec des structures comme la SEGRAE et la RTI. Pour la Journée nationale du secrétariat et de l'assistanat, la ministre Raymond Goudou Kofi met l'accent sur la formation et reportage signé Kader Sogodogo. Le second tour des élections de l'UNJCI s'est soldé par la victoire de Jean-Claude Coulibaly. Il est le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le successeur de Traoré Moussa s'engage à rassembler tous les journalistes autour d'une cause commune, celle de l'amélioration de leurs conditions de travail. Notez par ailleurs que Kolo Coulibaly a été élu président du conseil d'administration de l'UNJCI. Le reportage de Didier Nguessan dans nos prochains journaux. Elles sont nombreuses, ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Les femmes des médias, elles, ont décidé de se lever pour faire barrage à ce mal. Initiée par l'ONG Ecomédia, la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein a été lancée il y a quelques jours à la Maison de la Presse. L'objectif est clair, promouvoir les politiques et les programmes d'appui à la lutte. Théodore Zozo, Jean Magayi. Une femme sur 8 peut développer un cancer du sein selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année pour 1223 décès, soit un taux de 75%. Une situation qui préoccupe. D'où la mobilisation des professionnels des médias et des artistes par l'ONG Ecomédia pour une sensibilisation permanente. Elle compte impacter la 3e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, le monde de l'information, afin que le mythe du cancer du sein soit brisé avec le soutien des partenaires. Cette initiative a pour objectif de mobiliser les journalistes nationaux ou internationaux à la mobilisation, à la sensibilisation contre le cancer du sein. Quand on lutte contre le cancer du sein, il faut se dire que c'est un combat, c'est une bataille de longue haleine, jusqu'à ce que le cancer du sein ou les cancers du sein soient finalement battus. Cette cérémonie, meublée par une conférence sur le cancer du sein, animé par le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du plan national de lutte contre le cancer PNLCA. Une conférence qui révèle l'existence de 12 types de cancer du sein, pas tous détectables par palpation. La mammographie est donc nécessaire surtout pour les femmes de 40 à 60 ans. Il était de notre devoir ici de parler du mythe que constitue le cancer du sein, qui est une pathologie aujourd'hui beaucoup maîtrisée par la science, parce que diagnostiquée tôt, la guérison est certaine dans plus de 80% des cas. Nous avons les moyens de guérir le cancer en Côte d'Ivoire. Des participants heureux de la pertinence de l'initiative. À travers cette rencontre-là, nous sommes envoyés en mission pour donner la bonne information et pour permettre justement aux populations qui vivent dans l'ignorance d'être mieux informées. Agnès Crédit, guérie, elle, du cancer du sein, est l'ambassadrice de cette 3e édition qui connaîtra sa cérémonie officielle le 12 octobre prochain à l'ISTC Polytechnique de Cocody. Et on parle politique à présent. Dans ce 20h, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien, Routier Amédée Kofi Kouakou, cadre du RHDP, continue sa tournée de sensibilisation et de mobilisation sur le territoire national. Après le centre de la Côte d'Ivoire, Amédée Kofi s'est rendu à Méagui et à Guibérois, respectivement, dans les régions de la Nawa et du Gor, pour parler toujours de paix. Le reportage de Léon Brou. À Gletia, département de Méagui, le président des cadres RHDP du Centre pour le développement salue l'hospitalité du peuple bakoué, son sens de vivre ensemble de paix et de développement, puis cap sur Blédou Kangakro. Ici sont mobilisés environ 5000 membres de la communauté baoulée de la région de la Nawa, avec à leur tête 230 chefs de village et de campement. Tous veulent comprendre les projets du chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie, mais surtout l'actualité politique. On a entendu une division entre les fils de ce pays qui sont le président de la République, M. Alassane Ouattara, et son aîné, M. Henri Konan Bédié, qui nous appelait à l'union. Nous ne comprenons pas, voilà pourquoi nous appelons le ministre Amédée. À Guibérois, région du Gor, même en préoccupation pour la communauté baoulée. Et de répondre, le ministre Amédée Kouakou est sans détour.
Le RHDP est la volonté conjointe du président Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié pour poursuivre le développement dans la vision de feu Félix Houphouët-Boigny. Nous voudrions donc lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le RHDP, qui sont donc enfants de Houphouët-Boigny, qui viennent au RHDP. Parce qu'il n'y a que le RHDP qui peut fédérer l'ensemble des énergies de ceux qui ont la même pensée de Houphouët-Boigny, qui est le développement, qui est la paix, qui est la cohésion entre l'ensemble des Ivoiriens. À cet appel adhèrent les communautés visitées. Nous suivons les actions qu'Houphouët-Boigny a léguées à ses enfants qui sont le RHDP. J'invite tous les cadres à aller vers leurs parents pour leur dire rien que la vérité. Le RHDP n'est pas tombé du ciel. Le RHDP, c'est bien Bédié qui est l'initiateur. Prochaine étape de la tournée de l'association des cadres RHDP du Centre pour le développement Saint-Fra, région de la Maraoué, toujours à la rencontre des ressortissants baoulés. Et toujours sur la scène politique, le PDCI, RDA et ses alliés étaient ici à Abidjan, précisément au Parc des Sports de Treichville pour un meeting. Les responsables de ces partis se sont prononcés sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ils ont également appelé à la paix et à la réconciliation, nous rapporte Abou Sanogo. Un meeting du PDCI, RDA et ses alliés au Parc des Sports de Treichville pour la paix et la réconciliation. Ces partis ont battu le rappel de leurs militants et sympathisants pour confirmer leur rapprochement. L'heure est venue, enfin, de dire haut et fort à la face du monde que la Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire dans l'amour, le pardon, la réconciliation et la paix durable. Un rassemblement qui avait pour but d'entretenir l'ensemble des militants sur la réforme de la commission électorale indépendante, la non-gratuité de la délivrance de la carte nationale d'identité, le redécoupage électoral et la réconciliation nationale. Militantes, militants, jeunes de Côte d'Ivoire, femmes de Côte d'Ivoire, vous devez exiger la réconciliation nationale afin que le pays renaisse sur des bases saines. Il est donc clair que cette perspective annoncée, la réconciliation, est l'intérêt de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Mais il faut se réconcilier pour que la paix véritable arrive, pour qu'il y ait la stabilité. Sans stabilité, sans paix, il n'y a pas de développement. La restauration d'une réconciliation est facteur d'instauration d'un climat apaisé. Ce meeting a été co-organisé par le PDCI RDA et l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. La jeunesse de Grand Bassam a organisé ce samedi un tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobena Kwasi Ayoumani, au nom du chef du gouvernement ivoirien, a salué les actions de développement et de paix menées dans cette localité. Je vous propose d'écouter le ministre Kwasi Kobena Ayoumani au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui encore, il me charge de venir voir ses parents de Bassam pour leur dire merci. Merci d'accepter de lui rendre hommage. Merci parce que cette rencontre d'aujourd'hui est tout à fait particulière. Il s'agit de jeunes qui veulent célébrer la cohésion sociale. Il s'agit de jeunes qui veulent faire la paix. Pendant les élections, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu des échauffourées. Et aujourd'hui, nous devons célébrer la paix en organisant des tournois pour permettre aux jeunes venus d'horizons divers de se rencontrer, de se toucher et de faire la paix. Merci donc pour cette grandeur d'esprit. Merci d'avoir compris que rien de solide ne peut s'obtenir dans les divisions, dans les conflits. Merci d'avoir compris que la paix est au départ de toutes choses. C'est pour cela que je voudrais, au nom du Premier ministre, dire merci
à la chefferie traditionnelle, aux différentes communautés qui sont là et qui ont toujours fait preuve de cohésion sociale. Voilà, nous repartons pour Ouagadougou, Burkina Faso. C'est ouvert ce samedi le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre initiée par le G5 Sahel marque un tournant dans la lutte contre ce phénomène. Le président Ouattara et ses pairs se sont engagés à travailler ensemble pour enrayer le terrorisme en vue d'une stabilité durable dans la région ouest-africaine. Quand la CEDEAO sonne la mobilisation contre le terrorisme, c'est la capitale burkinabé qui est à l'honneur parce que choisie comme cadre idéal pour abriter le sommet extraordinaire de la communauté sous-régionale. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie ce samedi 14 septembre 2019 en vue d'un plan d'urgence sécuritaire avec pour objectif de permettre un développement harmonieux des différents pays. Il s'agira en même temps d'évaluer nos stratégies de lutte contre le terrorisme adoptées en 2013 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, en vue de l'adapter aux récentes évolutions régionales et internationales. En tout état de cause, les décisions que vous jugerez opportunes de prendre pour accroître l'efficacité de notre lutte contre le terrorisme sont fortement attendues par les populations de nos États. Chacun de nos États membres investit d'importants efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ces efforts méritent d'autant plus d'être salués qu'ils représentent de réels sacrifices consentis dans des contextes difficiles. Mais force est de constater qu'ils ont besoin d'être renforcés. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette rencontre, s'est voulu optimiste quant aux moyens à déployer pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme. D'abord, je voudrais remercier le président Roch-Marc Christian Kaboré pour l'accueil qui nous a été réservé. Le président Issoufou préside le sommet et nous avons de belles avancées. Nous sommes déterminés à nous coordonner et à avoir une stratégie et la mise en œuvre de mécanismes pour venir à bout de ce fléau. C'est très important pour chacun des États membres de la CEDEAO. Aussi optimiste que le chef de l'État ivoirien, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a indiqué être convaincu que tous les défis seront relevés. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme est organisé en collaboration avec le G5 Sahel. Il s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation des forces et des moyens pour contrer ce mal qui frappe tous les continents sans exception. Voilà, et c'était le reportage de notre envoyé spécial au Burkina Faso, Jérôme Kofi Abolin. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Le pagne Faso d'Anfani est une fabrication locale au Burkina Faso, fait à base de coton et de fibres naturelles. Ce textile a été adopté par les populations. Je vous propose maintenant de voir avec notre envoyé spécial Serge Kolia comment ce pagne est porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Fatima Taki est une spécialiste du textile. Tisseuse, elle fait partie des promoteurs du Faso d'Anfani, le populaire pagne burkinabé. Mon histoire avec le Danfani dure depuis 42 ans. J'ai appris à tisser et lors de la Révolution, on a commencé à mettre ça en valeur. Et puis c'est parti, depuis lors, je ne l'ai pas quitté. Je me suis spécialisée uniquement dans le très léger parce que au fil du temps, on trouvait que le Faso d'Anfani était trop lourd. Donc moi, j'ai décidé de faire une particularité en tissant très léger. Le Faso d'Anfani constitue aujourd'hui un élément du patrimoine culturel du Burkina Faso. Il est clair que le Burkina Faso, à travers évidemment le leadership du président du Faso, est très engagé dans la valorisation du Faso d'Anfani, qui était un marqueur de notre identité culturelle. Les journées culturelles et artistiques initiées à la faveur du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso
donne l'opportunité aux visiteurs de découvrir toute une gamme variée. Je suis là ce soir pour essayer les tenues traditionnelles du Burkina, que j'adore, le Faso d'Anfani. Et c'est créé par cette jeune dame que vous voyez là, Sean Ali Dabazié. Tout me plaît, la broderie, les motifs, le modèle, tout est chic. Moi j'adore. C'est surtout sélectionner les jolis motifs et miser surtout sur la qualité de la teinture. Voilà. Et m'inspirer des modèles jeunes pour en faire des modèles portables à tous. Tout le monde porte d'Anfani maintenant et ce qui est très bien, c'est un plus pour l'économie locale. On a 3 qualités de fil pour faire le Damfani. Il y a le lourd, il y a le léger, il y a le moins lourd aussi. Le plus léger, ça veut dire le 42 est plus adapté pour les costumes. Le 52 est plus adapté pour les chemises, les tuniques, tout ce qui est un peu fait et léger. Et le 25-2 est plus adapté par exemple pour les femmes, celles qui veulent faire par exemple les bustiers, les tenues de cérémonie. Et aussi on a le 25-2 pour les hommes, les boubous par exemple. Un style vestimentaire qui s'exporte même au-delà des frontières du pays des hommes intègres. Nous sommes nés dans ça, on a grandi dans ça, on n'a rien à envier au tissu venant de l'Europe. Le Faso d'Anfani fait la fierté nationale. Les plus hautes autorités du pays l'arborent fièrement. L'État même s'est engagé en prenant des tests pour dire à tout le monde de s'intéresser au Faso d'Anfani, de porter le Faso d'Anfani. Le Burkina souhaite que les Africains s'approprient cette célèbre phrase du président Thomas Sankara que pour vivre heureux, nous devons être les premiers à consommer ce que nous produisons. C'est comme ça qu'évidemment, nous allons progressivement aller véritablement, j'allais dire, vers le progrès économique, le progrès social, le progrès culturel. Comme quoi, à Ouaga, à chacun son Faso d'Anfani pour la promotion de l'identité du Burkina Faso. Voilà, consommons ce que nous produisons. En Côte d'Ivoire également, nous avons des pains tissés. Nous retrouvons notre invité de la page culture de ce soir. On vous retrouve donc Oulipat. Exactement. Et comme vous venez de voir, le Faso d'Anfani s'exporte à l'extérieur. Exactement. La Côte d'Ivoire aussi a son mot à dire. Mais évidemment, on a nos pains tissés qui sont le pain tissé le pain du centre, on a le pain baoulé, on a le pain gouro, celui de Korogo qui est le bogolan, pardon. Et on a plein de pains comme ça qu'on arrive à faire... à valoriser. À exporter aussi. Également. Comme le d'Anfani. Ben oui, évidemment. Alors, ce que je porte, on va être pratique. C'est quel pain qui vient d'où? C'est un pain baoulé. C'est un pain baoulé. Oui. Et le vôtre? Il est Il vient de l'Ouest. Exactement. D'accord. Alors, votre idylle avec le styliste ne date pas d'aujourd'hui. Dites-nous comment vous êtes imposé dans ce milieu de la mode. Vous le savez, qui compte de grandes figures comme Patéo, comme Gilles Touré, Misaoui et bien d'autres. Ben, depuis toute jeune, ce sont des modèles pour moi. Je me suis toujours projetée à avoir des mentors comme ça et puis devenir grande styliste. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un rêve d'enfant que je vis tout simplement. Et je suis très honorée de pouvoir collaborer avec toutes ces grandes têtes de la mode africaine, ivoirienne surtout, qui sont des personnes qui nous conseillent, voilà, et on essaie de suivre les traces tout simplement. Vous savez que vous n'êtes pas la seule styliste à travailler le pain tissé. On peut citer notre regretté Éloi Sessou, Angie Bell et autres. Alors, comment reconnaître la finition d'Oulipat sur ces pains traditionnels? Mais déjà, avec tout ce que vous portez, je pense que Oulipat a réussi tout simplement à apporter ce que d'autres créateurs n'ont pas pu. Ma façon de travailler le pain tissé a révolutionné, je peux dire tout simplement, le pain traditionnel ivoirien. J'ai eu ma façon à moi de pouvoir le transformer avec des chaussures, des sacs à main, dans tout objet, en tout cas, auquel chacun peut porter et pouvoir le valoriser en tout temps. Donc, je pense que c'est ça que j'ai réussi, mais surtout avec les écharpes. Les écharpes. On a vu avec les Jeux de la francophonie. Exactement. Et surtout aussi avec l'événement, je pense que Yuroudé qui a vraiment donné peut-être le top départ de tout ça. Alors, on voit bien que le pain tissé n'a pas perdu de sa beauté, de son élégance avec vous, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ces pains tissés?
Vous savez que chaque pagne, selon son peuple, a un nom. Vous dites que ce pagne que je porte, c'est un pagne baoulé, le vôtre, c'est un pagne dent, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, chaque pagne a un nom, a une signification, a une histoire. L'histoire des pagnes tissés, en général, ce sont des pagnes qui sont portés à des cérémonies de mariage, pour des cérémonies de mariage, de dot, même pour des cérémonies de, je pense, intronisation pour des chefs traditionnels, surtout au niveau des Akans. Même pour nous aussi, les dents et tout. Donc, je pense qu'avant, il était plutôt sacré. Mais aujourd'hui, on nous permet, nous, en tant que créateurs ou avec les artisans, de pouvoir le faire autrement pour qu'on puisse le porter et le valoriser. Voilà. Alors, ces pagnes fabriquées manuellement, comme vous le dites, étaient dans le temps utilisés lors des cérémonies traditionnelles. Exactement. Et aujourd'hui, on le porte partout et partout à toutes les occasions. Ouais. C'est une situation qui fait dire à certains que la mode est en train d'établir une rupture totale avec nos traditions. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de déconstruire nos traditions? Pas du tout, parce qu'il n'y a pas que tous les motifs que nous utilisons en fait. Il y a des motifs qui sont sacrés qu'on n'utilise vraiment pas. Je pense qu'aujourd'hui, les motifs qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est des motifs assez très, très modernisés en fait, pour qu'on puisse le porter. Parce qu'avant, il était très lourd, il était très difficile à le coudre, voilà, à le porter, parce qu'on le portait directement vraiment au cou, carrément à l'épaule. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à le moderniser autrement. Je pense qu'ils ont compris qu'il était important que nous-mêmes aussi, en tant que créateurs, on puisse le valoriser. Exactement. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a différentes catégories, qualités de pagne. Oui. On a vu dans le reportage de Serge Collé au niveau du Burkina Faso qu'il y a différentes qualités, également différentes coutures en fonction de ces pagnes. Oui, parce qu'en général, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme on dit avec les tisserands, ils se plaignent toujours de la qualité, très souvent du fil. Mais comme je dis, il y a plusieurs qualités de pagne tissé. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup, très souvent on se retrouve avec des pagnes qui, des fils ne sont vraiment pas solides ou vraiment au toucher. On a déjà les paumes qui sont vraiment déjà sales et tout. Mais on a des pagnes vraiment de qualité ou qui sont à 20 000 francs, parfois à 30 000 francs, mais qui sont vraiment de bonne qualité, qui ne se filochent pas. On a vu dans d'autres pays qu'à l'occasion de cérémonies grandioses, on se met dans ces pagnes traditionnelles. Mais nous, au niveau de la Côte d'Ivoire encore, on n'a pas encore réussi à ce pari. On est encore dans nos vestes, on est encore dans nos robes. Je pense que le ministère de la Culture travaille dessus. Parce que bon, je pense que ce serait... Nous, notre part, c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, en tant que styliste, c'est ce que j'essaie de faire. On essaie vraiment de le travailler mieux qu'on peut pour qu'on puisse le porter en tout temps. Aujourd'hui, le Burkina le faire. Aujourd'hui, à l'école, les enfants portent le Danfani. Je pense qu'au niveau même du gouvernement, mais je pense que peu à peu, ça va arriver ici en Côte d'Ivoire. Et vraiment, on le souhaite. Est-ce que ce n'est pas le coût de vos coutures aussi? Je ne pense pas. Alors, dans votre atelier, vous avez dit vous faites des vêtements, des robes, des vêtements, des accessoires, chaussures, autres. Vous promouvez donc le pagne tissé. Mais quelles sont les retombées pour vous? Déjà, pour moi, l'idée est partie tout simplement de pouvoir valoriser l'ouest de la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'on avait traversé. Et on a décidé de pouvoir mettre en place le Youroudé, en fait, qui est un événement typiquement pagne tissé. Déjà, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à tous ces tisserands-là qui n'arrivaient vraiment pas peut-être à exporter leur modèle, en tout cas nous, en tant que créateurs, de pouvoir nous les acheter et puis les promouvoir à notre tour. Donc, je pense qu'aujourd'hui... ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de pouvoir exposer ailleurs, en France, aux États-Unis, en Chine, avec le ministère de la Culture. Oui, exactement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai... Oui, vous avez eu un prix. Exactement. Parce que la mode, vous êtes la première lauréate du prix édition limitée de l'Organisation internationale de la francophonie. Exactement. Et vous êtes également initiatrice et promotrice du Youroudé. C'est un événement, je rappelle aux téléspectateurs, un événement de mode qui met en avant le pagne tissé africain. Notamment le paille, mais il n'y a pas que le paille. Il n'y a pas que le paille, D'accord. Alors, la mode génère d'importants fonds, vous l'avez dit, vous gagnez bien votre vie. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir choisi ce métier. Mais est-ce que les créateurs tirent profit de la consommation textile? Parce que vous êtes à la fois aujourd'hui le créateur, vous êtes le promoteur, vous êtes le commercial. C'est vrai que très souvent, on est en même temps tout, parfois dans nos ateliers, parce qu'on a parfois du mal à peut-être se détacher de d'autres tâches, parce qu'on trouve parfois pas des personnes assez disponibles, ou bien peut-être à qui on peut transmettre nos idées. Donc parfois, on est en même temps nous-mêmes, le couturier, celui qui fait des courses. Dans l'informel. On est dans l'informel encore. Donc très souvent, c'est un peu ça qu'on craint. Mais on pense que
peu à peu, on va y arriver à pouvoir se détacher. C'était la promotion de ce pagne-là? Ben non, pas du tout. Est-ce que les Ivoiriens, vous pensez, sont, je vais dire, ils aiment ce pagne? Ils aiment ce pagne qui c'est les coutures que vous faites? Je dis oui, parce que depuis 2013... Ils s'intéressent plus? Oui, je dis... Pas au pagne, pas au prêt-à-porter? Mais parce qu'aujourd'hui, même le pagne, si on le retrouve en prêt-à-porter à la boutique Olipat. Bon, d'autres créateurs aussi le font, mais je vais dire qu'aujourd'hui, avec la promotion de Yurodé qui a vraiment donné beaucoup d'engouement aux gens, le pagne tissé se porte en tout temps aujourd'hui. Et même, comme je dis, le prix même a augmenté. Donc les gens, même les tisserands aujourd'hui, se donnent l'effort de pouvoir sortir des beaux qualités de pagne tissé pour permettre aux gens de pouvoir l'acheter et de pouvoir le porter en tout temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a pris de l'ampleur. Et il y a tous les modèles. Et il y a tous les modèles. Toutes les couleurs et tous les motifs que vous pouvez imaginer. Tous les goûts, tous les styles, toutes les couleurs, exactement. Toutes les qualités d'ailleurs. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est bien exportée. La Côte d'Ivoire est promue ainsi par votre coupe. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi et surtout de promouvoir ici la culture ivoirienne partout avec le pain tissé. On parlera aussi du pain baoulé, du kamadjé. Pourquoi pas, comme on parle aujourd'hui du Damfani. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, la mode a une très haute valeur. Elle entretient un dialogue fécond avec les autres arts. Félicitations surtout à tous ces créateurs. Vive la mode et vive la culture ivoirienne. Je ne pourrais pas refermer ce journal sans parler de l'Abissa qui est aussi notre culture. Cette traditionnelle fête culturelle et de réjouissance est organisée par la communauté Nzima pour symboliser les concepts de démocratie et de justice sociale. C'est reparti pour l'Abissa 2019. Le lancement a eu lieu aujourd'hui du côté des Grands Bassam. Très belle soirée et vive la mode. À demain 20h.